Obiter Dictum, l'État, une histoire française. Bonjour Pierre-Édouard. Bonjour Grégory. Chers auditeurs, nous venons de prendre la célèbre machine de H.G. Wells et nous voilà en 1970 à l'Assemblée Générale du Conseil d'État. Un illustre orateur se dresse debout face à l'Assemblée et déclare d'une voix grave et solennelle. En présence d'intérêts collectifs multiples, le citoyen reste démuni et exposé aux plus graves atteintes. Dès lors, le temps n'est plus dans un pays tel que le nôtre, l'autorité de l'État pouvait apparaître comme une menace pour la liberté des citoyens. Elle en constitue au contraire aujourd'hui la plus solide et la meilleure garantie. Depuis plus de 1000 ans d'ailleurs, il n'y a eu de France que parce qu'il y a eu l'État. L'État pour la rassembler, l'organiser, l'agrandir, la défendre. Non seulement contre les menaces extérieures, mais également contre les égoïsmes collectifs, les rivalités de groupe. Aujourd'hui plus que jamais, sa force n'est pas simplement indispensable à la nation pour assurer son avenir et sa sécurité, mais aussi à l'individu pour assurer sa liberté. Je souhaite, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, que le premier corps de l'État, qui ne peut pas ne pas en avoir une claire conscience, continue de s'en inspirer dans ses avis comme dans ses arrêts. L'orateur n'était autre que Georges Pompidou, le président de la République alors en fonction, et ces quelques phrases illustrent ou condensent assez bien les sujets de notre émission consacrée à l'État, une histoire française, que nous aurions d'ailleurs tout aussi bien pu intituler l'État, une passion française. Avant de demander à notre invité ce que lui inspirent ces quelques phrases de Georges Pompidou, quelques mots de présentation. Obiter Dictum a le privilège d'accueillir aujourd'hui Monsieur le professeur Grégoire Bigot, professeur d'histoire du droit à l'Université de Nantes et qui a été membre junior de l'Institut universitaire de France de 2010 à 2015. Parmi ses très nombreuses productions scientifiques, on lui doit notamment un ouvrage consacré à l'administration française en 2 volumes, le 2e volume ayant été rédigé en collaboration avec Tiffaine Loyoncourt, ainsi qu'un ouvrage dont la lecture m'a passionné et qui est intitulé « Ce droit que l'on dit administratif », paru aux éditions de la Mémoire du droit. Il a également fait publier en 2021 un article dans la revue Pouvoir intitulé « La théorie de l'État en France face à son histoire ». Vous l'aurez compris, nous ne pouvions avoir de meilleurs invités pour nous parler de l'État en France, de son histoire, de sa nature et de ce qui le réalise, à savoir l'administration. Nous allons ainsi parler de cet État instituteur de la société, comme le disait un auteur aujourd'hui oublié du XIXe siècle, Charles Dupont-White, et qui me semble être la marque de fabrique de cet État en France, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le professeur, d'avoir accepté l'invitation d'Obiter Dictum. Et à titre d'introduction, pouvez-vous nous indiquer brièvement ce que vous inspirent les quelques phrases du président Pompidou ? Bonjour, tout d'abord un grand merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir que de pouvoir parler de la science universitaire et de ses hypothèses en dehors des amphithéâtres des facultés de droit. Et merci pour cette citation parfaite de notre ancien président de la République, Georges Pompidou, qui témoigne, il y aura beaucoup de choses à dire, qui témoigne de beaucoup de choses. Alors d'abord de cette essentialisation de l'État, contre laquelle il faut essayer de se fabriquer des immunités intellectuelles. Je pense que ça va être l'objet de notre discussion. Dans votre citation, je crois que c'est l'État qui dure depuis 1000 ans, c'est ça ? Voilà. Alors nous sommes précisément aux origines de toutes nos difficultés pour un universitaire, c'est-à-dire une forme de naturalité et d'essentialisation de l'État, c'est-à-dire que l'État serait aux origines du pouvoir politique et donc du droit, et l'État serait la fin nécessaire de tout pouvoir politique et du droit. Or, évidemment, tout cela relève de la mythologie politique et juridique. Quant à seconde observation, l'État qui menace les libertés, j'imagine que c'est une référence à l'Ancien Régime, l'État oppresseur, et l'État qui libère, j'imagine que dans la bouche de Georges Pompidou, qui était un homme très cultivé, c'est l'émancipation, et donc c'est la déclaration des droits, mais des droits qui seraient donc sous la sauvegarde de l'État, ce qui n'est pas sans poser des difficultés, puisque en principe les droits sont au fondement du politique, et ils ne sont reconnus que par la loi, sans qu'il y ait besoin d'État. Je ne rentre pas plus pour l'instant dans le détail, parce que je crois qu'on va en reparler. C'est donc symptomatique de ce que Lucien Jaume appelle le libéral étatisme, c'est-à-dire de liberté sous garantie et sous tutelle de l'État. Georges Pompidou était un grand serviteur de l'État.
Alors, entrons dans le vif du sujet. Le président Pompidou dit que l'État en France est présent depuis 1000 ans. Qu'en est-il réellement ? Quand et dans quel contexte ce mot est-il apparu en France ? Puisqu'il faut commencer par le vocabulaire, puisque le droit, c'est du vocabulaire. Tout à fait. Alors, je vous rejoins tout à fait. C'est la question de savoir si le droit est une science ou un art mécanique. La question s'est longtemps posée, notamment à l'université médiévale. La théologie est une science, parce qu'elle repose sur la spéculation et l'interrogation, mais le droit peut être un art mécanique, puisque ça consiste à faire et savoir faire. Bon. Donc si le droit est une science juridique, ça rejoint une question de vocabulaire, puisqu'il faut repartir toujours de l'étymologie. Je suis très attaché à la science du langage. Le logos, c'est à la fois la science et le langage. Donc il faut interroger le langage, donc il faut interroger, en effet, vous avez tout à fait raison, le mot « État ». Or, le mot « État », il apparaît à deux moments, en fait. C'est d'abord l'État avec une minuscule, qui apparaît au XIIIe, XIVe siècle, comme beaucoup de mots de notre vocabulaire. Alors je m'appuie sur le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray. C'est d'abord l'État avec une minuscule, puis ça va devenir l'État avec une majuscule, mais pas avant le XVIe siècle. D'où l'ambivalence du mot État encore dans le droit aujourd'hui. On a l'État civil avec une minuscule, c'est l'État des personnes. C'est je suis un homme par mon état civil, il est médecin de son état, et ça n'a rien à voir évidemment avec l'état avec une majuscule qui n'existe donc qu'à compter du XVIe siècle. Ce qui veut dire que l'état, d'abord, c'est une condition. C'est une condition individuelle, et c'est ensuite une condition collective. Ce sont les États provinciaux, au début avec une minuscule, ce sont les États généraux. Pourquoi ? Parce que dans les États généraux, il y a des conditions sociales qui sont représentées. C'est l'État de la noblesse, avec un petit E. C'est l'État du clergé, et puis ça sera par la suite la bourgeoisie qui se transforme en tiers-État. Mais tous ces États ne sont pas l'État tel qu'on croit qu'il a toujours existé. L'État avec une majuscule, c'est-à-dire le corps politique unifié, ça apparaît à un moment de crise politique, c'est le XVIe siècle, essentiellement les guerres de religion, avec deux expressions qui sont, il faut le noter, péjoratives, c'est la raison d'État et le coup d'État. C'est par ces deux expressions que le mot État fait son entrée dans le vocabulaire politique et juridique avec une majuscule. C'est l'État qui s'impose aux États, en quelque sorte. Or, cet État, il est inventé pour être dénoncé. C'est une littérature critique qui invente ce mot d'État, puisque le coup d'État consiste à rétablir l'ordre politique en dehors du canal ordinaire de la justice. On cesse de prendre appui sur les parlements, on cesse de prendre appui précisément sur les États généraux. C'est de la monarchie décisionniste, la monarchie du coup d'État. C'est pas renverser l'État, c'est rétablir l'État dans son ordre. Voilà. Et c'est la même chose pour la raison d'État. C'est gouverner de façon bureaucratique à partir du Conseil du roi, sans s'appuyer sur les parlements, sans grand conseil, sans idéal de justice. C'est pour ça que je parle de monarchie décisionniste et donc de pouvoir moderne. Et la raison d'État, c'est une expression inventée par ses détracteurs. C'est ce que les détracteurs précisément appellent la raison d'enfer, parce que c'est celle qui s'émancipe de l'idéal de justice. Et donc l'État fait son apparition dans le vocabulaire politique au XVIe siècle. Bon, mais moi je pense que c'est à tort qu'on considère que cet État fonde le droit public, parce que il est d'une juridicité nulle, cet État. Si on veut qualifier juridiquement le pouvoir, vous le savez, c'est la souveraineté. Or, y a-t-il une souveraineté de l'État au XVIe siècle ? Il y a un État au sens politique, mais y a-t-il une souveraineté de l'État ? C'est la question que je me suis posée. Et j'ai tendance à penser que non, dans la mesure où la couronne est en général ce qui sert aux juristes à qualifier juridiquement
le seigneur, puisque souveraineté vient de seigneur, c'est à la fois une souveraineté spirituelle et à la fois une souveraineté temporelle, ce qui fait toute sa légitimité. Or, quand il s'agit de définir la constitution coutumière du royaume, donc un droit constitutionnel avant 1789, ce sont les règles de dévolution de la couronne qui ont fondé la constitution coutumière de la monarchie. Et donc on n'a pas besoin de l'État pour fabriquer du droit public. La souveraineté ne se rattache qu'à la couronne. Elle est aussi ronde qu'elle est absolue, disent tous les juristes à compter du XVIe, XVIIe siècle. Donc il faut distinguer souveraineté et État. Complètement. L'État souverain, ça ne va pas de soi. Non. L'État souverain, pour l'essentiel, est une invention des Allemands. On va sans doute y revenir dans le détail à la fin des années 1860, et c'est cet héritage qu'on a récupéré sous la Troisième République en France, et on a voulu le faire voyager dans le temps. La souveraineté, elle est très ancienne. La souveraineté appliquée à un prince, c'est-à-dire l'imperium constitutif de la souveraineté en faveur d'un seul, c'est une construction pour l'essentiel du XIIe, XIIIe siècle en faveur du pape. C'est l'empire de la vérité universelle du pape et qui règne sur tout l'Occident. Et donc la souveraineté, c'est d'abord l'affaire du pape. Et puis c'est ensuite la querelle précisément de l'impérium qui est empereur en Occident. C'est la querelle des deux glaives, c'est notamment Philippe IV le Bel contre Boniface VIII au début du XIVe siècle. Le roi s'émancipe de la souveraineté du pape, mais sous l'autorité du pape. Voilà. Et au XVIe siècle, il y a un renversement de perspective en quelque sorte. La souveraineté a tendance à être rapatriée dans les États monarchiques parce que l'empire de la vérité universelle de Rome vacille à cause des guerres de religion. Il n'y a plus d'unité romaine, donc il y a une unité de l'État. D'où en plus les théories gallicanes. Le roi va inféoder l'Église, alors qu'avant il est inféodé au pouvoir de Rome. Donc on distingue État, souveraineté. Prenons une grande étape de notre parcours politique, la Révolution française. Quels sont les rapports qu'entretiennent les révolutionnaires avec les notions d'État, de souveraineté et de démocratie? Vaste sujet, mais il faut le traiter parce qu'il est vraiment fondamental. Non, mais bien entendu, je vous remercie de ces questions. Précisément, la Révolution française, dont je suis un peu plus spécialiste que de l'ancien droit, à mon avis, elle témoigne du fait qu'il n'y a pas de souveraineté de l'État. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas la Révolution contre l'État en 1789. On fait la Révolution contre la souveraineté monarchique, et puis ensuite contre la société d'Ancien Régime, contre cette tripartition sociale, cette société inégalitaire constituée en trois ordres. La Révolution, elle se produit le 17 juin 1789 par un transfert seulement de la titulature de la souveraineté vers depuis un corps concret, le roi, vers un corps abstrait, la nation. On arrache la souveraineté à un corps qui était visible pour le transporter vers une pure fiction, qui est la nation représentée. Ce qui fait que la souveraineté n'est pas du tout altérée dans sa substance. C'est ce qui fait que la Révolution française aura une conception de la souveraineté aussi absolue que sous l'Ancien Régime. En revanche, c'est le titulaire de la souveraineté qui change, et dans ce transfert de souveraineté, il n'est jamais question d'État. Il n'est question que du support de la souveraineté, un corps concret, vers un corps abstrait. Et la Révolution française, c'est la naissance de l'idéal démocratique, parce qu'il faut légitimer cette fiction juridique qu'est la nation. Or, cette nation, elle est réputée légitime sur le fondement de ce qu'on peut appeler la démocratie politique, c'est-à-dire une représentation fondée sur l'élection. L'élection étant la logique du chiffre. Sous l'Ancien Régime, ce qui fait la légitimité du pouvoir, c'est l'histoire et la religion. Dans la Révolution, ce qui fait la légitimité de son pouvoir, c'est la raison mathématique, le plus grand nombre, et c'est la raison économique. On oublie toujours les physiocrates. Le tiers-État représente 96 centièmes de la nation, dit Sieyès, au sens mathématique, mais représente à peu près la même chose au plan économique. Donc les deux ordres privilégiés sont devenus inutiles et il faut les effacer. Donc c'est une révolution qui se fait sans État.
Absolument, et d'ailleurs il n'est pas question de construire un État ou de reconstruire un État en 1789, il est question de poser le double fondement du principe démocratique et sa double légitimité. Il y a une nation représentée par l'élection, mais pour une seule raison, c'est qu'on pose dans le même temps les droits, pure abstraction aussi, pure fiction juridique, les droits naturels au fondement du politique. Parce qu'il ne faut pas s'alarmer des droits qui seraient la finalité du politique, c'était l'ambition même des révolutionnaires. Il n'y a de souveraineté nationale que pour la garantie des droits. Toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, mais tout pouvoir politique n'a pour finalité que de garantir les droits. C'est ce que disait John Locke. Tout pouvoir politique qui méconnaîtrait les droits serait par là même illégitime et encourrait une insurrection, une résistance à l'oppression. Et dans ce montage politico-juridique, il n'y a pas besoin d'avoir recours à l'État au sens politique et même juridique. Alors, peut-être qu'on n'a pas recours à l'État, mais il y a besoin d'une administration. Quels sont les grands principes que les révolutionnaires veulent mettre en œuvre pour rénover et modifier l'administration monarchique? Est-ce qu'ils ont un programme et quel est-il? Alors en effet, ils ont un programme. Parce que le propre de la Révolution française, et ce qui la distinguera toujours de toutes des révolutions anglo-saxonnes, c'est que les révolutions anglo-saxonnes ne veulent pas régénérer, alors que la Révolution française, elle régénère. Elle n'est pas seulement une révolution juridique et politique, elle est aussi une révolution sociale. Et les révolutionnaires ont l'obsession de l'égalité, de l'unité, de l'uniformité. Le royaume d'Ancien Régime n'est pas uniforme. Et il repose sur une société inégalitaire. Il n'est pas uniforme parce qu'on a des pays d'État, les États provinciaux, la Bretagne et la Provence. On a des pays d'État d'élection où c'est l'intendant du roi qui, pour l'essentiel, administre. Et il faut donc égaliser ce royaume au plan administratif et il faut faire disparaître les distinctions d'ordre. Alors ça, c'est en partie la population qui l'impose, avec la Grande Peur et l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août. Alors pour uniformiser le royaume, on invente précisément l'administration. Parce que le mot administration, dans son sens moderne d'institution dotée de prérogatives propres, ça apparaît chez les physiocrates aux alentours de 1750. Et c'est sans doute sous l'influence de la physiocratie que le second comité de constitution va inventer de toutes pièces à l'automne 1789, donc très tôt parce que c'est un objet constitutionnel, les départements. On va départementaliser la France, c'est-à-dire qu'on va la découper en 83 entités égales. Au départ, il était même prévu que les départements soient carrés, parce qu'il faut des entités égales pour construire la représentation nationale. Le département, il a un double objet. C'est d'abord construire la souveraineté nationale, et donc il faut 83 départements égaux, c'est Sieyès qui est à l'origine de ce découpage, 83 départements égaux où on va loger des collèges électoraux égaux et uniformes pour élire les 745 députés. Et puis ensuite, ces 745 députés vont donc voter des lois qui ont vocation à proclamer les droits et à garantir les droits. Et évidemment, il faut faire appliquer ces lois. Donc, dans les 83 départements, on décide de créer de toutes pièces des institutions administratives, toutes nouvelles, mais qui reposent sur le principe démocratique. Il y a adéquation entre administration et démocratie, puisque l'administration départementale, c'est d'abord un organe délibératif élu. C'est le Conseil général, qui élit en son sein un directeur de département. Ça n'a rien à voir avec l'administration napoléonienne. Alors, quel est le... On voit l'administration, mais est-ce qu'il y a un contrôle de l'administration? Est-ce qu'il y a un contrôle juridictionnel de l'administration qui se met en place dès cette époque-là, ou pas du tout? Un contrôle juridictionnel dans le sens d'une justice administrative, oui. Qui connaîtrait d'un contentieux spécifique à l'administration. Non, une règle générale et une exception. Les révolutionnaires ne conçoivent pas un contentieux administratif ou un droit administratif. C'est quelque chose qui n'anime pas les débats. Les révolutionnaires, vous le savez, ils étaient obsédés par une chose, c'est la séparation des fonctions de justice et d'administration. Il fallait rabattre les magistrats d'Ancien Régime,
puisqu'il y avait un vrai pouvoir judiciaire sous l'Ancien Régime. Les parlements enregistraient la loi, les parlements contrôlaient l'administration royale, confèrent la lutte entre les parlements et les intendants, et donc les révolutionnaires prennent leur revanche. Ce sont des avocats, ils n'aiment pas en plus beaucoup ces messieurs des parlements, ils prennent leur revanche contre l'ancien pouvoir judiciaire, et le judiciaire, à partir de 1789, n'est plus qu'une autorité. Et une autorité pour l'essentiel soumise à un ministre de la Justice, donc le judiciaire dépend du pouvoir exécutif. Mais il y a une unité, une unicité de la justice. Il simplifie avec la loi des 1624 août 1790, qui est relatif à l'ordre judiciaire, il simplifie la justice, il y a une justice unique. On supprime toutes les juridictions d'exception, qui étaient très nombreuses sous l'Ancien Régime, au profit d'un juge naturel et unique, qui est le juge judiciaire. Donc à partir de là, on n'a pas conscience qu'il puisse exister un autre juge qui serait le juge administratif, et on n'a pas conscience qu'il puisse exister un contentieux administratif. Alors comme vous le savez, le droit administratif va naître d'un malentendu. Précisément, c'est doit-on faire une exception ? Et dès septembre 1790, un mois après qu'on ait voté la loi des 16-24 août 1790, on se demande s'il ne faut pas réserver un sort particulier au litige, j'emploie exprès le mot flou de litige, au litige qui serait lié essentiellement à l'impôt, aux travaux publics et à la grande voirie. Seulement 3 objets. En se disant, est-ce que les intérêts de l'administration ne sont pas si importants qu'il faille confier ce contentieux, non pas à la justice, mais à l'administration elle-même. Et c'est le choix qui va être fait. On confie donc le contentieux des impôts directs, le contentieux des travaux publics et de la grande voirie aux fonctionnaires, mais sans avoir conscience qu'il pourrait s'agir de droit administratif, parce qu'on considère que c'est quasiment de l'arbitrage, à une époque d'ailleurs où l'arbitrage est promu par les révolutionnaires. Il faut aller vite, il faut éviter précisément les chicanes de la procédure judiciaire. Il faut donc une procédure discrétionnaire et administrative, et donc on va confier ça aux administrations élues, sachant que les juges eux-mêmes sont élus, que les fonctionnaires sont élus, et qu'il faut faire autant confiance dans les administrations que dans les juges. Donc on va résoudre ces 3 types de litiges par la voie administrative, mais sans qu'on puisse vraiment parler de droit administratif ou de contentieux administratif. Alors, comme vous le disiez, la loi de 1790, elle marque une certaine défiance, le mot est faible, à l'égard du pouvoir judiciaire. Vous parliez de l'arbitrage. Le premier titre de cette loi est consacré à l'arbitrage, alors qu'on parle de l'organisation judiciaire. Tout à fait. Ça révèle quelque chose de très fort. Mais tout à fait, parce qu'on fait la révolution contre le roi. Or, ce qui a fondé la légitimité du roi depuis le Moyen-Âge, c'est d'abord sa souveraineté judiciaire. Alors, précisément, quand on parle de souveraineté d'État, c'est impossible de concilier la souveraineté d'État comme on la comprend aujourd'hui et ce qu'a été la souveraineté médiévale, qui est d'abord le roi fontaine de toute justice. Rabaisser le judiciaire et ne pas vouloir d'un pouvoir judiciaire, c'était précisément une nouvelle fois s'attaquer à l'essence même de la souveraineté d'Ancien Régime, qui reste jusqu'au bout une souveraineté d'essence judiciaire. En 1774, on respecte strictement et scrupuleusement la cérémonie du sacre et on remet la main de justice à Louis XVI, qui peut évidemment exercer une justice retenue en son conseil jusqu'avant la Révolution, jusqu'en 1789. Et par conséquent, on déteste toute idée de souveraineté judiciaire. Il faut que le judiciaire ne soit qu'une fonction, et si possible une fonction sans juge. Et en effet, c'est d'abord l'arbitrage, la loi de 1790. On crée ensuite des juges de paix, qui ne sont pas vraiment des juges, puisque leur fonction première est d'arbitrer. Pour preuve, on crée des tribunaux de famille, qui n'ont de tribunaux que le nom, puisque les tribunaux de famille, pour tout le droit de la famille, ils ont vocation à essayer de concilier les membres de la famille, notamment pour ce qui sera la loi sur le divorce de septembre 1792. On ne veut pas que les litiges relatifs à la famille puissent passer devant des juges professionnels, mais seulement devant cette forme d'arbitrage qu'est le tribunal de famille, et on créera donc qu'un seul degré de juridiction,
On fait même appel aux voisins. Complètement. À défaut de famille, on fait appel aux voisins. On préfère les voisins aux juges. Ça en dit long. En 1790. Et on prend conscience de la difficulté de la chose avec les tribunaux de district, c'est qu'on va avoir de la jurisprudence et une application qui ne va pas être uniforme de la loi. Or, c'est l'obsession évidemment des révolutionnaires. La loi doit être appliquée de la même façon et partout, de la même façon pour tous, pardon. Et par conséquent, on va créer en catastrophe et un peu à contre-cœur, fin 1790, le tribunal de cassation, qui n'a vocation qu'à veiller à la bonne application de la loi et à l'harmonisation de la bonne application de la loi. Mais surtout pas de cour d'appel. Alors, cette administration refondée ou fondée sur les bases du modèle révolutionnaire, avec les principes révolutionnaires, est-ce qu'elle va donner toute satisfaction ? Ou est-ce qu'elle sera rapidement mise en cause en raison de certains dysfonctionnements ? Alors il faut être très prudent à l'égard de cette administration révolutionnaire parce qu'elle jouit d'une très mauvaise réputation du fait de l'historiographie. C'est-à-dire que dès le consulat, on avait intérêt à dire qu'elle était anarchique et qu'elle dysfonctionnait. Pourquoi ? Parce qu'on met en place une administration non élue et décisionniste. Voilà. On va certainement en reparler. Le constat ne peut être que nuancé. D'abord parce qu'il n'y a pas assez de travaux d'archives sur le fonctionnement concret et quotidien des administrations révolutionnaires. Je pense par exemple à une thèse récente qui a été publiée, qui est la thèse de Guy Dandreau sur le procureur général syndic, qui était l'homme qui était élu, chargé de faire le lien entre le conseil général et l'administration royale. Or, cette thèse de Guy Dandreau, jusqu'ici, on s'était désintéressé du procureur général syndic en se disant c'est un homme faible, qui n'a eu aucun pouvoir, qui était complètement inféodé au conseil général. On se rend compte que ce procureur général syndic, il a permis la correspondance entre les conseils généraux et le roi, et donc il a permis une administration relativement uniforme, malgré l'élection des administrations locales. On a remarqué que ces procureurs généraux syndics ont tous fait une grande carrière dans l'administration. Ils ont presque tous été recyclés dans l'administration napoléonienne. Beaucoup vont devenir préfets, ce qui prouve que c'était d'excellents administrateurs tout en étant des élus et qu'ils étaient capables de travailler avec des élus. Et donc, de ce point de vue-là, déjà, cette thèse a montré qu'il n'y avait pas de dysfonctionnement dans l'administration élue. Après, il y a un problème politique dans l'administration élue, c'est qu'il y a une politisation de cette administration, notamment parce que très rapidement, alors pour faire très simple, vraiment pour caricaturer, l'administration communale, les conseils municipaux vont avoir tendance à être gagnés par l'aile gauche, pour faire simple, les Jacobins, alors que l'administration départementale va avoir tendance à rester aux mains des modérés, c'est-à-dire les Girondins et les monarchiens. Et le drame de 1792-93, quand on commence à réformer l'administration pour essayer de la simplifier et de l'épurer, c'est parce que les Jacobins veulent reprendre en main l'administration départementale parce qu'il y a une lutte politique, tout simplement, entre pouvoir municipal, confère la commune insurrectionnelle de Paris aux mains des Jacobins, et l'administration départementale qui est beaucoup plus modérée politiquement. Mais ça ne veut rien dire du fonctionnement concret et quotidien de cette administration, dont on n'a pas les preuves absolue qu'elle ait dysfonctionné au plan concret et administratif. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on va passer sur un autre portage avec le consulat et l'Empire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette refonte sur des bases un tantinet différentes ? C'est le 1799, c'est l'anti-1789. C'est pour ça que moi je parle de modèle napoléonien et de contre-révolution. Modèle napoléonien parce que c'est un modèle qui dure jusqu'à nos jours. Donc on peut essayer de le modéliser. Puis ce modèle, il est très simple. C'est qu'il renie tout principe représentatif au profit d'une administration nommée. Mais pour une raison très simple. C'est que l'administration sur tout le territoire est le reflet du modèle constitutionnel. Dans le modèle constitutionnel, on a aussi une contre-révolution à l'œuvre, puisqu'on a un premier consul nommé, qui se nomme tout seul en vérité, dans l'article 39 de la Constitution, qu'il a dû rédiger lui-même, Napoléon Bonaparte. Il se nomme premier consul, il a seul l'initiative de la loi, donc la première marque de la souveraineté, et il inféode des assemblées, qui se contentent de discuter et de voter la loi, lesquelles assemblées ne sont même plus élues.
le tribunat et le corps législatif. Bon, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le premier consul n'est pas pouvoir exécutif, il devient gouvernement. Dans la Constitution de l'an 8, le mot gouvernement remplace le mot exécutif. Pour cette raison très simple, c'est que le mot exécutif, c'est un mot qui restreint. On se contente de promulguer les lois, alors que quand on gouverne, on a l'initiative de la loi et on a en plus le pouvoir réglementaire d'application de la loi. On s'autonomise. Complètement. Et qu'est-ce qu'un gouvernement à partir du moment où on a l'initiative de la loi et le pouvoir réglementaire? Eh bien, ce gouvernement, il se résume à l'administration. Parce que c'est le gouvernement qui fabrique les lois, notamment par le biais d'un Conseil d'État bien nommé. On va peut-être pouvoir après développer ce qu'est le Conseil d'État, qui est symptomatique précisément. Le Conseil d'État rédige les lois, les projets de loi et les règlements d'administration dont le gouvernement a seule initiative. Et ensuite, on va faire diffuser les lois et les règlements d'administration publique par une administration nommée et hyper resserrée. De même qu'il y a un seul personnage au sommet de l'État, il ne doit y avoir qu'un seul homme dans le département, c'est la création du préfet par la loi du 28 pluvieux en 8, et un seul homme au sein de la commune, c'est le maire, qui est nommé soit par le préfet pour les communes de moins de 5000 habitants, soit par le premier consul lui-même pour les grandes communes. On a donc là un État administratif qui se substitue à la nation élue. L'État administratif, ce qui fait sa caractéristique, c'est que c'est un pouvoir nommé. C'est un pouvoir technocratique. Et en plus, dont la légitimité n'est plus démocratique, mais est une légitimité d'exercice. Ce pouvoir doit être efficace. Alors, prenons le Conseil d'État, puisque si je vous ai bien lu, il est un peu la marque de cet État administratif. En quoi est-il cette marque de l'État administratif et en quoi, j'allais dire, symbolise-t-il le reniement de 1789 ? Alors d'abord, s'il le symbolise, bien sûr. Alors c'est la thèse que je développe. Alors il faut la nuancer, bien sûr. Alors, d'abord, dans le Conseil d'État de 1799, il y a en partie, les historiens en discutent encore, il y a en partie la reprise d'une institution d'Ancien Régime. Donc déjà, c'était mauvais signe pour la Révolution française, puisqu'il y a un Conseil d'État du roi, notamment le Conseil d'État privé du roi, sous l'Ancien Régime. Mais surtout, ce Conseil d'État, il porte bien son nom, il est ce qui va assurer la stabilité de l'État. Il s'agit de membres nommés par le premier consul. Le premier consul président, évidemment, ce Conseil d'État, qui va être le principal organe de gouvernement. Il s'agit de gens nommés qui détiennent la première marque de la souveraineté, c'est-à-dire rédiger les projets de loi. Or, dans l'idéal révolutionnaire, proposer et rédiger la loi ne pouvait être que le fait d'élus de la nation. Là, il s'agit d'une assemblée de technocrates nommés, qui, pour le gouvernement, détiennent une prérogative de la souveraineté. Donc il y a soit un retour à l'Ancien Régime, or moi je ne crois pas, je crois que c'est surtout quelque chose de nouveau. On a une assemblée nommée qui détient l'essentiel de la souveraineté. De ce point de vue-là, la Révolution française est terminée. Et quel est le rapport du Conseil d'État avec la machine administrative, par exemple, avec les ministres ? C'est un rapport hiérarchique, les ministres... quelle est la relation entre les ministres et le Conseil d'État ? Alors là, l'histoire elle est mouvementée pendant le 19e siècle. Alors dans le modèle napoléonien, entre 1799 et 1814, puis de façon renforcée encore entre 1852 et 1870, c'est ce qui est intéressant dans notre histoire, c'est que le Second Empire a renforcé en fait les principes du Premier Empire, puisqu'il s'en est inspiré directement. Le Conseil d'État domine très largement les ministres. Les ministres, ils sont très faibles sous le consulat et l'Empire. D'abord, de façon symptomatique, dans l'ordre protocolaire, les conseillers d'État passent avant les ministres. Et Napoléon Bonaparte préside le Conseil d'État
et souhaite gouverner avec l'appui de cette élite collégiale qu'est le Conseil d'État, il se méfie beaucoup des ministres. Il est très jaloux de l'autorité que pourraient avoir ces ministres. Il a tiré les leçons de l'Ancien Régime, précisément, je pense, Napoléon Bonaparte. Lorsqu'il est roi, c'est-à-dire empereur, il veut être un roi absolu. Il garde très peu de temps ses ministres. Il n'y a que Fouché à la police et Talleyrand qui vont durer à leur ministère jusqu'en 1807 et 1809 respectivement. Mais au ministère de l'Intérieur, de mémoire, il y a 6 ministres de l'Intérieur, je crois, sous le Consulat et l'Empire. Chaptal, qui est un très bon ministre de l'Intérieur, il est renvoyé assez vite par Napoléon Bonaparte, qui ne réunit évidemment aucun conseil des ministres. Il les réunit individuellement et il leur donne des ordres. C'est François Burdeau, mon directeur de thèse, qui me disait toujours ce sont les porte-plumes, les ministres sous le Consulat et l'Empire. C'est le premier rouage de l'administration. Ça rejoint ce que pensait Chaptal lorsqu'il présentait la loi du 28 pluvieux an 8 réformant l'administration. Il disait il faut que les ordres du chef de l'État se transmettent depuis le sommet jusqu'au tréfonds du corps social avec la rapidité du fluide électrique. Donc c'est la machinerie administrative, le moins de rouage possible. Le Conseil d'État rédige les lois. Les ministres, ce sont des machines exécutantes. Ils ne doivent pas réfléchir, ils doivent faire ou exécuter. Les ministres transmettent au préfet, qui transmettent au maire, et c'est terminé. Et on transmet aux administrés qui ne sont plus des citoyens, ou alors qui sont des citoyens amoindris, puisque le mot administré apparaît évidemment au début du XIXe siècle. Et alors, est-ce qu'il y a la place pour un contrôle juridictionnel à ce moment-là, où c'est totalement inenvisageable ? Il y a la place pour ce que les Allemands adorent, c'est-à-dire l'autolimitation de l'État. Ce qui est un principe qui m'a toujours laissé songeur, parce que ça suppose que l'État soit consentant à sa propre limitation. Mais c'est ce principe qui va être celui du Consulat et de l'Empire. C'est le génie des régimes autoritaires. Dans l'intérêt même de l'État, il faut se limiter. Et c'est la raison pour laquelle, en 1806, alors le Conseil d'État avait hérité d'attributions contentieuses qui étaient celles du ministre-juge de la Révolution. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'organes juridictionnels distincts au sein du Conseil d'État pour régler les affaires contentieuses. Donc c'était mélangé aux affaires administratives, ça nuisait à toutes les affaires, et aux affaires administratives et aux affaires contentieuses, ce mélange des genres. Et c'est tout le génie de Napoléon Bonaparte, c'est tout le génie en général des gens autoritaires, que de procéder à une bonne organisation du travail, et donc de décider de créer la commission du contentieux en 1806, organe mi-judiciaire, mi-administratif, dit-il, qui réglera cette portion de l'arbitraire qui est le propre de tout État. Voilà, je crois que c'est à peu près ça la citation de Bonaparte telle qu'elle est rapportée en 1806. Dans l'intérêt de l'État, il faut que le pouvoir soit canalisé. Et donc il ne faut pas que le pouvoir viole de façon trop outrancière les droits. D'où cette commission du contentieux et d'où, dès l'Empire, de façon purement jurisprudentielle et empirique, l'invention de l'excès de pouvoir, alors qui venait du contrôle judiciaire à l'origine, puisqu'il y avait des excès de pouvoir judiciaire sanctionnés par la Cour de cassation. On emprunte au pouvoir judiciaire cette notion d'excès de pouvoir, et le Conseil d'État sanctionne les excès de pouvoir, à commencer par les excès de pouvoir des préfets. Une mauvaise administration nuit à l'État. Partout où l'administration est bonne, le gouvernement doit être réputé bon, dira un professeur de droit administratif sous le Second Empire. Ça résume le modèle autoritaire. Et donc la justice administrative et le contrôle juridictionnel exercé par le Conseil d'État répond à cette logique d'un autoritarisme éclairé, mesuré, borné. Il faut respecter les droits. On a voté le Code civil et la propriété est un soutien. La garantie de la propriété, c'est ce qui soutient aussi le régime. Donc il ne faut pas que l'administration viole outrancièrement la propriété. Alors, ce modèle napoléonien, il miroite quand même un peu facialement avec la Déclaration des droits de 89, mais comment ça se passe lorsqu'on passe en 1814 avec la charte, la première charte sous la Restauration? Parce qu'il y a un droit public des Français. Est-ce que ce modèle d'administration, vous l'avez dit, autoritaire, est-ce qu'il survit à ce changement constitutionnel? C'est le cap difficile, 1814, pour l'administration et pour le Conseil d'État, enfin surtout pour le Conseil d'État. 1814,
14, c'est une restauration monarchique, mais qui doit beaucoup à la Révolution française. C'est toujours très difficile à expliquer aux étudiants. Louis XVIII est devenu un roi libéral, il a beaucoup appris pendant son exil, et il sait que pour se faire accepter des Français, il doit faire des concessions au passé révolutionnaire. Donc il va accepter le double domaine du libéralisme, le libéralisme politique. Il va y avoir une chambre des députés des départements, donc on renoue avec la représentation élue. Ça doit beaucoup à l'héritage révolutionnaire. Alors bien sûr, ils sont élus au suffrage censitaire, on y va quand même doucement. Voilà, c'est la bourgeoisie et non pas le peuple, mais il n'empêche qu'on revient au régime représentatif, hein, c'est l'âge d'or du libéralisme politique, les monarchies censitaires, et pour rassurer l'opinion qui est très attachée à la garantie des droits, la propriété, mais aussi qui souhaite la liberté après 15 ans d'autoritarisme insupportable, on octroie en effet... titre 1 de la charte, des deux chartes, 1814 et 1830, un droit public des Français. Bon, c'est ce qui fait que ce libéralisme politique et juridique porte un coup sérieux au Conseil d'État qui est à deux doigts de disparaître. C'est vraiment le moment de l'histoire de France où le Conseil d'État a failli disparaître, puisqu'on démembre le Conseil d'État, il ne forme plus un seul corps, et on ventile les sections administratives et la section du contentieux, on ventile tout ça entre les ministères. Et il faudra attendre en gros 1840 pour que le Conseil d'État se réunisse à nouveau en un seul corps au Palais d'Orsay. Mais il n'empêche que ce Conseil d'État, même dispersé, même démembré, il est indispensable à l'État. Et on garde les préfets. On garde toute cette... On conserve toute l'ossature de l'administration napoléonienne. C'est pour ça que je parle d'un modèle napoléonien. Alors il va y avoir tout un débat extrêmement polémique sur l'administration napoléonienne. Est-elle compatible avec les principes libéraux de la charte? C'est l'essai de Rudolf von Taden, hein, qui est entièrement consacré à ce sujet. Ça va aboutir d'ailleurs à l'échec de la Restauration sous Charles X, qui tombe en grande partie sur la question décentralisatrice à compter de 1829. Rendre compatible l'administration napoléonienne avec la charte, c'est simplement, nous ça peut nous paraître rien du tout, mais pour l'époque c'était le grand enjeu, c'est renouer avec l'élection des administrations. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. La décentralisation va précisément être le grand objet politique du XIXe siècle, puisque sortir de l'administration autoritaire, c'est décentraliser. Décentraliser, c'est simplement renouer avec l'élection des conseils généraux, des conseils municipaux, et leur attribuer des compétences propres, qui seront toujours minimes. Hein. Avant 1982, c'est minime, les attributions. Mais c'est le grand débat politique, et ça cause la chute du gouvernement Martignac en 1829, et en fait ça annonce la crise de 1830. D'où le fait que Louis-Philippe, en 1831, décentralise tout de suite. Très bien. Alors, on va faire notre petite pause musicale. Monsieur le professeur, pouvez-vous nous dire le choix du morceau de musique ? Eh bien, le choix, ce sont les barricades mystérieuses, aussi donc mystérieuses que l'État. On est à peu près à la même époque, XVIe siècle. Les barricades mystérieuses de Couperin. Alors, reprenons le modèle d'administration napoléonien qui donc, dans son ossature, survit à la Restauration et à la monarchie de Juillet. Comment ça se passe avec la Deuxième République et surtout avec la Troisième République qui va durer? Est-ce que ce modèle autoritaire, là aussi, il continue à perdurer? Alors, sous la Seconde République, il ne se passe rien, en fait. Et la Seconde République, elle était prise d'unité, d'uniformité et d'égalité, et donc elle est par principe hostile à toute forme de décentralisation. Mais elle n'a pas le temps de voter la loi qui était prévue sur la réforme de l'administration. Donc c'est un coup pour rien, en quelque sorte, la Seconde République. Alors, il y a un tour de vis centralisateur avec le Second Empire.
Ça, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il y a les décrets de 1852 et de 1861, qui sont les premiers décrets de déconcentration. Alors, ils s'appellent les décrets de décentralisation, lorsque ils sont adoptés par Napoléon III. On gouverne de loin, mais on administre de près. La grande logique du Second Empire. Et donc, on attribue au préfet des compétences qui relevaient du ministre. Voilà. C'est à peu près ce qu'on fait aujourd'hui dans les universités en France, avec la loi LPR, qui sont des lois de décentralisation, c'est-à-dire qu'on attribue des compétences qui relevaient des ministres à des administrations qui sont au plus près des administrés. Mais évidemment, on n'attribue aucune compétence nouvelle propre aux élus communaux ou aux élus des conseils généraux, sauf ultime réforme à la fin du Second Empire, puisqu'il y a tout un mouvement libéral et décentralisateur qui est très important, qui est très hostile à l'État, très hostile à l'État administratif, notamment à la fin du Second Empire. Et c'est notamment tout ce discours libéral, bon, on pourrait citer Édouard Laboulaye, hein, l'État et ses limites, c'est tout ce discours libéral qui va aboutir sous la Troisième République et qui va régler la question définitivement de l'adéquation entre l'administration et la démocratie. Bon, d'abord parce que la Troisième République, c'est un régime démocratique qui est censé renouer avec 1789. On renoue avec l'élection, on renoue avec le régime parlementaire, avec l'inféodation du pouvoir exécutif. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a plus de querelle autour de la question démocratique. Restait simplement à rendre l'administration conforme à cet idéal démocratique. Ça va être l'affaire de deux lois qui vont durer 100 ans. C'est la loi sur les conseils généraux de 1871, qui reste quasiment intacte jusqu'en 1982. Et puis c'est la grande charte municipale, c'est la loi de 1884 sur les municipalités, qui renoue avec l'élection du conseil municipal, mais surtout l'élection du maire. Le maire n'est plus un agent de l'État, enfin plus seulement un agent de l'État. En tout cas, il est élu par son conseil municipal et les communes obtiennent une clause générale de compétence, en quelque sorte. Ce qui d'ailleurs fera très peur au Conseil d'État aux alentours de 1900, puisque va pouvoir se développer une forme de socialisme municipal, tant les communes ont de compétences. Et donc, le débat sur la décentralisation et donc le débat sur la légitimité de l'administration au plan démocratique disparaît avec ces deux lois de 71 et 1884. La seule question qui va se poser après 1918, c'est la question de l'efficacité de l'administration. On change de paradigme. La question était celle de la légitimité démocratique au XIXe siècle de l'administration. Au XXe siècle, c'est très moderne, et ça apparaît dès 1918, c'est la légitimité d'exercice. Pourquoi ? Parce que c'est l'étatisme, la guerre de 14-18. L'État mobilise tout. L'État, qui ne faisait jamais d'économie, s'empare de l'économie. L'État s'empare de toute la production pour les efforts de guerre. Et il y a donc une étatisation complète de la société et de l'économie, qui effraie beaucoup les libéraux, d'où l'invention du mot étatisme, qui est là encore un mot péjoratif. Et donc se pose la question, après-guerre, dès 1918, de l'efficacité de l'État. Et on commence à lancer ce qui va devenir le New Public Management par la suite, la question de la réforme de l'État, mais suivant un modèle qui n'est pas le modèle démocratique, mais le modèle qui vient de l'entreprise, le modèle du droit privé, c'est-à-dire l'efficacité managériale de l'État. C'est le fayolisme, hein, c'est Henri Fayolle à qui notamment on confie la mission de savoir s'il fallait ou non privatiser la Poste. Il était favorable à ce qu'on privatise les PTT et il disait il faut industrialiser l'administration. C'est l'époque du taylorisme, du fordisme. Toutes les grandes entreprises françaises, à commencer par Michelin, puis il y aura toute une réflexion ensuite au sein de Polytechnique avec le groupe X-Crise. La question est celle de réformer l'État. Or, en vérité, réformer l'État, c'est réformer l'administration sur le modèle de l'entreprise privée. Alors, la Troisième République, c'est aussi l'apparition en France de la notion d'état de droit. À quoi ça sert, ça, en droit, et à ce moment-là ? Est-ce que cette notion qui apparaît en France, elle permet de... On en entend beaucoup parler aujourd'hui, elle est devenue un peu un symbole de la garantie des droits. Qu'en est-il ? Alors d'abord, l'état de droit, si on le prend tel quel comme expression en français, c'est un pléonasme, parce que par principe, un État est de droit.
Donc l'expression n'a aucun sens. Donc l'expression n'a de sens qu'eu égard à son origine, qui n'est pas française mais allemande, c'est le Reichsstaat, et l'état de droit est le propre d'un régime non démocratique. Puisque l'état de droit s'est inventé dans les années 1860, c'est Jelinek-Laban, ce sont les libéraux allemands qui, pour essayer de contrer l'impérialisme prussien, considèrent qu'il faut penser la souveraineté non pas de façon politique, mais de façon juridique. Et qu'il faut donc que la souveraineté ne soit ni celle du prince, ni celle d'une assemblée élue. Alors que fait-on ? Eh bien, on va trouver une fiction juridique, c'est l'État. Donc ce sont les juristes, évidemment, qui vont inventer cet État juridique. Et précisément, si l'État est un État de droit, c'est parce qu'il rencontre des limites dans le droit. Il est producteur des droits. Donc ces actes de puissance publique se trouvent légitimés, notamment la notion de puissance publique se trouve légitimée. C'est un acte juridique, mais puisque c'est un acte juridique, il va rencontrer la sanction du juge. Et donc quand les Français découvrent cet état de droit, c'est une bénédiction puisqu'il existait déjà en France, sans qu'on le sache. C'est notamment le développement du recours pour excès de pouvoir qui accomplit des pas de géant sous le Second Empire, comme par hasard. Un régime autoritaire a intérêt à développer le recours pour excès de pouvoir. La fameuse soupape de sûreté de... Exactement, la soupape de sûreté de Léon Aucoq, 1869. On est à la fin du Second Empire. Et donc, cet état de droit d'origine germanique... L'idée est de dire, vous n'avez pas de liberté politique, mais on vous donne ce recours pour parfois contester les actes de l'administration. Exactement, c'est la logique du Second Empire. À défaut de respiration politique, il y aura une respiration juridique. Voilà, le droit vient pallier les défauts du politique. Mais c'est tout l'objet des constructions juridiques et des fictions juridiques de la Troisième République qui sont très importantes. Parce que plus important que l'état de droit, c'est la personnalité morale de l'État. Qui correspond exactement à la même logique que celle que je viens d'expliquer il y a un instant. L'État personne morale, l'État qui est censé personnifier la nation, c'est une invention allemande. Parce que l'Allemagne n'a pas de constitution et donc cherche à définir ce qu'est l'entité politique. Et donc on invente un État qui serait censé être la nation. Nous, en France, on n'a pas besoin de ça, puisqu'on a des constitutions écrites. Donc on n'a pas besoin de penser, on n'a pas besoin de créer cette fiction qui serait l'État. Et la personnalité morale de l'État, ça permet d'éviter la question politique au profit d'une question juridique. Les juristes ne sont pas satisfaits du régime parlementaire, de ses supposées paralysies. Ils voudraient réarmer le pouvoir exécutif et doter l'État de la personnalité. C'est insister sur les prérogatives juridiques, notamment du pouvoir exécutif. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en général, le mot État, il est chargé juridiquement au profit du pouvoir exécutif, jamais au profit du pouvoir législatif. Quand on parle du chef de l'État, on parle du chef du pouvoir exécutif. L'expression chef de l'État, on ne le remarque jamais dans les manuels de droit constitutionnel, c'est Louis XVIII dans la charte de 1814 pour les ordonnances pour la sûreté de l'État. C'est-à-dire l'équivalent de l'article 16 de la Constitution de 58, il fait des lois, en vérité, par ordonnance, donc sans consultation des élus de la nation. La seule autre occurrence chef de l'État, c'est Louis-Napoléon Bonaparte dans l'article 6 de la Constitution de 1852. Il est chef de l'État parce qu'il a seul l'initiative de la loi et parce qu'il a un pouvoir réglementaire. Donc la personnalité morale de l'État, c'était une façon de réarmer le pouvoir exécutif et puis c'était une façon de dire qu'on peut résoudre par le droit ce que la politique n'arrive pas à résoudre. L'instabilité politique peut être garantie par une stabilité juridique. Les juristes prennent leur revanche sur le politique. Et donc on comprend que les juristes et les grands professeurs de droit n'étaient pas tellement favorables au régime parlementaire, au moins tel qu'il fonctionnait sous la Troisième République. Ils déploraient tous un exécutif trop faible. Ils étaient tous malheureux de la constitution Grévy de 1879, c'est-à-dire lorsque Jules Grévy renonce à son droit de dissolution, qui était négocié avec le Sénat. Très bien. Alors, on passe la Troisième République, il faut faire un peu le constat, puisque cet état administratif, on comprend qu'en fait, il passe les constitutions politiques et il constituerait en quelque sorte la véritable constitution administrative de la France.
est-ce que c'est toujours le cas ? Quels sont les legs de ce modèle d'administration qu'on peut qualifier d'autoritaire ? Pour moi, d'abord, la première chose, il y a un État administratif dans la mesure où il y a eu 16 constitutions promulguées depuis 1791 et qu'en gros, on a eu deux modèles administratifs. Un modèle qui n'a duré que 10 ans, qui est le modèle de l'administration élue et délibérante de la Révolution française, et puis le modèle de l'administration nommée et décisionniste, qui l'emporte encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le préfet a plus de prérogatives qu'un conseil général, qui est le modèle napoléonien. Donc, discontinuité constitutionnelle, continuité administrative. Donc, si on prend le mot État dans son sens étymologique de ce qui est stable, il n'y a que l'État administratif. Bon. Et puis, le plus bel exemple, dont on évite en général de parler dans les facultés de droit, parce que c'est un modèle qui est gênant et qui est traumatisant pour nous, c'est ce qu'on appelle à tort le régime de Vichy. Nous, maréchal Pétain, assumons être ou avoir le rôle de chef de l'État. Alors, je crois dans le premier acte constitutionnel, c'est l'État français, 1940-1944. La démocratie peut disparaître, s'évanouir, l'État fonctionne. Et fonctionne très très efficacement. Donc il y a un État administratif qui est toujours... qui survit en démocratie, et qui peut paraître, qu'on voit nu, comme le roi est nu dans le conte d'Andersen, dans les régimes très autoritaires ou très autoritaires, comme c'était le cas avec le régime de Vichy. Alors, il reste beaucoup, évidemment, de ce modèle napoléonien décisionniste. D'abord parce qu'on a conservé tous les rouages essentiels de cet État administratif dont on ne peut pas se passer, parce que je parlais de légitimité technocratique, légitimité d'exercice. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. À commencer par le Conseil d'État. Je ne suis pas critique à l'égard du Conseil d'État. J'essaie de comprendre sa nature. Sans Conseil d'État, on n'aurait pas eu cette stabilité qu'on a connue en France. Sans les ministres, sans la réorganisation des ministères sous le consulat sur le modèle des ministères sous l'Ancien Régime, on n'aurait pas eu cette stabilité administrative. C'est le consulat qui réorganise les ministères en direction et en bureau, tel que ça fonctionnait à Versailles au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Alors tout le monde s'en plaint. On a créé les cabinets pour essayer de faire l'interface entre le politique et l'administratif. Et puis on voit bien que, je prends l'exemple de l'éducation nationale, qui est à mon avis un modèle, c'est comme si on ressuscitait... C'est comme si un mammouth était toujours vivant, pour employer une métaphore qu'un ministre avait employée. Au sujet de l'éducation nationale, on a typiquement une administration qui date de l'université impériale de 1806. On a un DGESCO, qui est aujourd'hui un énarque, alors c'est parfait, il est très efficace, qui est en quelque sorte... Il y a toujours des recteurs. Oui, voilà, le DGESCO est un second ministre, puisque c'est lui qui a tous les moyens et qui administre concrètement 1 million d'enseignants sur tout le territoire de façon uniforme et égale, obsession française. On a des préfets de l'éducation que sont les recteurs qui ont été créés avec l'université impériale, l'ossature administrative de l'État napoléonien, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation nationale, qui était autrefois l'université impériale. Ça n'a vraiment pas beaucoup bougé. Quant aux préfets, on a vu qu'en temps de crise, leur pouvoir est toujours renforcé. Alors, pour parler d'un temps de crise, je crois discerner dans vos ouvrages le fait que l'État nous acclimate. En tous les cas, on se soumettrait volontairement à son pouvoir, ou en tous les cas, on ne résiste plus à lui. Et pour ça, je vais vous citer l'ouvrage, la préface, la deuxième préface à l'ouvrage « Ce droit que l'on dit administratif ». Écrit en confinement. Écrit en confinement, d'ailleurs, vous allez le voir. Alors, et là, vous donnez des exemples de cette accoutumance au pouvoir de l'État. Le deuxième exemple tient à cette circonstance que l'on rédige cette préface en confinement, décrétée en mars 2020 du fait d'une pandémie. Si l'on veut changer le sens de l'entendement du langage, on change les mots. Il apparaît évident aux juristes que le confinement est un langage appauvri, altéré ou euphémisé par défiance de nommer la matérialité et l'exactitude d'une situation qu'en droit on nomme d'ordinaire une assignation à résidence. Derrière le slogan a priori bienveillant « Ne sortez pas », il s'agirait de préserver la vie d'autrui, il y a une vaste opération de police administrative sur le fondement d'une loi dite
d'urgence sanitaire adoptée dans des conditions baroques, dont les effets concrets sont que des dizaines de millions d'individus doivent se soumettre à une détention provisoire à leur domicile, sans avoir vu de juge pour la balance du pouvoir et de la liberté, sans qu'on leur signifie les charges retenues contre eux. Personne ne nous convaincra que c'est la contrainte qui a conditionné l'obéissance de toute une population qui, du jour au lendemain, dans une sorte de contrition masochiste, consent à l'abandon du premier de ses droits, celui à la liberté. L'acceptation invraisemblable de toute une population soumise sans rechigner à plus de 8 millions de contrôles policiers en moins de 2 mois témoigne de la foi aveugle en la parole accréditée d'un État et ne s'explique que par elle. La demande d'un État qui dresse et protège au motif qui nous dédierait son amour est symptomatique de l'état des juristes comme problème. Donc pour vous, c'est bien ça. L'État nous soumet, on ne sent pas vraiment quand on soumet volontairement à lui parce qu'il nous protège. C'est ça l'état d'intoxication de nous les juristes en général, ou même de la population française, puisque là c'est bien au-delà des juristes. Et alors là, c'est la dimension, précisément si on fait de la science juridique, c'est parce que le droit doit essayer de comprendre le droit par l'emprunt à d'autres sciences. Ce que vous avez eu la gentillesse de citer doit beaucoup, notamment aux travaux de Pierre Legendre, qui m'ont beaucoup éclairé, c'est-à-dire l'anthropologie et la psychanalyse. Alors je vais peut-être partir d'abord de choses simples. On est toujours dans le modèle de l'administration napoléonienne, et moi j'ai vécu comme un traumatisme personnel et intellectuel cette expérience de l'enfermement administratif, qui était le confinement, ce mot euphémisé en effet, enfin cet enfermement chez moi, du fait du Covid. Alors ça tient, me semble-t-il, toujours à une logique napoléonienne de l'ordre et aux prérogatives de cette administration napoléonienne. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre, enfin ça c'est mon interprétation, je ne sais pas si elle est complètement juste, c'est que la Révolution française, elle est traumatisante pour l'opinion publique, du fait de la terreur et du fait que la destruction de la société d'Ancien Régime, ça c'est le phénomène de table rase de la Révolution française, on a détruit la société encore, et on a détruit à peu près toutes les institutions de l'Ancien Régime. On a eu beaucoup de mal à reconstruire, parce que la Révolution n'a eu le temps que de détruire, y compris détruire au sein de la famille, puisqu'on détruit la puissance paternelle, puisqu'on autorise le divorce, puisqu'on donne des droits aux femmes. Ça donne l'impression que l'homme à l'état de nature peut être aussi un individu égoïste, et que les hommes qu'on supposait bons peuvent, si on leur donne trop de droits, s'entre-déchirer, confère la terreur. Et après la chute de Robespierre, y a un pessimisme anthropologique. Est-ce qu'il faut vraiment mettre les droits au fondement du politique ? Est-ce qu'il faut laisser l'individu pencher vers sa vraie nature ? Est-ce qu'il ne faut pas essayer, au contraire, de domestiquer et de polisser, au sens de polir ces individus ? Parce que l'urgence, c'est de sauver la société, comme dirait Foucault. Moi, je crois que c'est une idée géniale de Foucault, parce que c'est conforme à cette histoire administrative française. Le consulat et l'empire, c'est l'État qui s'assimile à la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de société antérieure à l'État, elle n'existe plus, cette société d'Ancien Régime. Il faut la reconstruire. Et donc, c'est l'État instituteur du social, vous avez cité Dupont-White, c'est la prétention à l'État de refonder une société. D'où le fait que l'éducation soit administrée, d'où le fait que la presse soit administrée, d'où le fait qu'on a un régime concordataire, c'est exceptionnel quand même, en France pendant un siècle. Il n'y a pas de liberté en tant que telle dans le corps civil. Il faut que les libertés collectives soient constituées par l'administration. Il faut créer des corps au sein de la société, mais toujours sous contrôle de l'État. Voilà. L'éducation, ça sera le gouvernement des esprits, dit Guizot dans sa loi de 1833. Donc il faut sauver cette société et il faut la polisser. Et donc l'État, il exerce une autorité. C'est pas un État gendarme ou un État-providence. Je crois que Pierre Legendre, il a trouvé l'exacte expression de ce qu'est l'État. C'est un État paternel. L'État paternel, c'est celui qui exerce l'auctoritas au sens étymologique du terme. Il élève, mais à condition de dresser et de redresser. Et donc on lui dédie son amour, parce que lui-même, il nous dédie son amour, c'est-à-dire qu'il nous tient la parole autorisée. Le Père, c'est la parole autorisée. Voilà. C'est l'interdictum, c'est la parole qui vient entre
l'instinct et ce qui est autorisé, c'est l'état paternel, c'est celui qui pose la limite. Et donc, comme il autorise, on va lui dédier son amour. Quand on a tous été confinés, il n'y a pas eu de révolution, il me semble. Réussir à confiner plus de 60 millions de personnes sans qu'il se passe rien, sans qu'il n'y ait aucune émeute, ça prouve bien que ça n'est pas la sanction qui conditionne l'obéissance, mais c'est le lien fiduciaire. C'est-à-dire la confiance qu'on place dans cet État, parce que c'est la parole crue, l'État. C'est la parole autorisée. Alors ça rejoint évidemment la psychanalyse et l'anthropologie. C'est l'État figure du père. Et qui s'assimile évidemment. C'est pour ça qu'on parle de chef de l'État, c'est pour ça que je déteste cette expression, parce que le chef de l'État, c'est le souverain qui détient une légitimité d'origine divine, parce qu'il est la vérité incarnée. C'est Jupiter. Alors, cet État qui nous veut du bien, on peut quand même lui demander des comptes. Je ne sais pas si vous avez vu le jugement du tribunal administratif de Paris il y a 2-3 jours sur la gestion de la crise du Covid, où la faute de l'État a été reconnue en raison justement de ce manque de prévoyance des masques et en raison des déclarations on se souvient tous contradictoires du gouvernement à propos du caractère protecteur ou non, ou de l'utilité ou non des masques. Donc on a quand même la possibilité de le mettre en cause ou de questionner cette confiance. Je serais très pessimiste quand même sur ce qui s'est passé. D'abord parce que ces états d'exception qui durent... je suis assez peu sensible aux théories d'Agamben, qui voit de la dictature partout dans l'état d'exception. Je serais plus nuancé, parce qu'en effet, on a des garde-fous en France. On a des juges, Dieu merci, puis après, on a une opinion publique et puis des mouvements de rue qui sont aussi juges. Mais je serais quand même assez pessimiste sur le contrôle effectif des magistrats, notamment administratifs, et du Conseil constitutionnel, si on peut parler de Cour suprême ou de juridiction à son sujet, j'en sais rien. Je prendrai un exemple tout bête. Enfin, moi, ce qui m'a le plus choqué, parce que ça dépassait le pire de ce que je pouvais imaginer, ce sont ces formulaires d'autodéclaration. Lorsqu'on était confiné et que il fallait par soi-même justifier qu'on avait un besoin impératif d'acheter 3 bouteilles d'eau pour survivre. Ces formulaires d'autodéclaration, à ma connaissance, n'ont pas fait l'objet d'annulation. Je crois qu'ils ont été déclarés illégaux. Certains ont pour postérieurement de précision sur les motifs. On a eu des retouches par le Conseil d'État, mais bon, ça n'a pas été très... Sachant qu'on a dressé un nombre de procès-verbaux invraisemblables, tout à fait. Et que ils pourraient ou devraient peut-être être annulés. Le seront-ils? Mais non, jamais. Ça rappelle quand même des heures sombres. Il faut toujours se méfier il ne faut pas faire trop de raccourcis. Enfin, on avait quand même un mauvais exemple d'autodéclaration avec le fichier Tular en 1941, lorsqu'on avait demandé précisément aux Juifs de se déclarer, puisqu'on ne pouvait pas aller les chercher et aller les ficher. On a demandé aux gens de se déclarer. Les gens ont confiance dans l'administration et se déclarent. Donc se soumettent de même au pouvoir. Enfin, ça a quelque chose de détestable. C'est l'essai de François Sureau que je trouve excellent. Hein. Sans la liberté, ça donnait le sentiment qu'on avait en effet abdiqué la liberté. La première des libertés, d'aller et venir, et ensuite la liberté d'avoir une opinion contraire ou de penser. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de manifestations contre ces formulaires. Donc on est vraiment accoutumé à ce que vous nous dites, cet État qui nous veut du bien, donc on va l'écouter. Et moi qui suis un peu d'origine anglo-saxonne par ma mère, il était frappant, mais il était interdit d'en parler, parce que sinon on était complotiste. Il était interdit de parler de l'Angleterre et de la Suède, par exemple, qui pouvaient nous amener pourtant des éléments de comparaison. En Angleterre, comme il n'y a pas de carte d'identité, il est difficile et puis ils sont hostiles par principe au formulaire administratif. Il n'y avait pas d'autodéclaration, évidemment. On se remettait à la confiance des gens. Voilà. La France n'a pas tellement confiance dans ses citoyens et ses administrés avec ses formulaires d'autodéclaration. Quant à la Suède, elle n'a
pas pris de mesures, elle a été critiquée d'ailleurs, la Suède à ce moment-là, elle n'a pas pris de mesures restrictives des libertés. En tout cas pas autant qu'en France. Monsieur le professeur, merci beaucoup pour cette émission. Merci à nos auditeurs. Merci Pierre-Édouard. C'est moi qui vous remercie infiniment. Clap de fin, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.